Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Ce sont les derniers jours de campagne au Rwanda. L'élection présidentielle se tient vendredi, une campagne où on a de cesse de pointer du doigt le déséquilibre entre Paul Kagame et les deux autres petits candidats qui lui font face. Reportage à suivre. Au Kenya, à l'approche de la présidentielle, c'est l'inquiétude qui grandit du côté des victimes de violences post-électorales de 2007. Déplacés, victimes de viols, ils attendent toujours réparation 10 ans après. Nos correspondants les ont rencontrés. Et puis pour terminer ce journal, le portrait d'un Ivoirien qui fait carrière dans les jeux vidéo. Emmanuel Yao a pu intégrer la sacro-sainte entreprise Ubisoft, une fierté pour ce natif d'Abidjan. Dernière ligne droite pour la campagne électorale au Rwanda. L'élection présidentielle se tient vendredi à Burare, dans le nord du pays. Quelques centaines de personnes s'étaient rassemblées ce mardi pour soutenir Frank Habineza, l'un des deux opposants au président sortant Paul Kagame. Un meeting timide qui contraste avec les images de vagues populaires accueillant le président sortant. L'issue de cette élection laisse d'ailleurs peu de place au doute. Paul Kagame devrait être largement réélu. Voyez ce reportage de Thaïs Brook, notre correspondant au Rwanda. Cela a beau être quotidien, la démonstration de force est toujours aussi impressionnante. Des dizaines de milliers de personnes viennent assister au spectacle. De célèbres chanteurs rwandais chauffent le public à blanc avant l'arrivée du président candidat. Ici, tous répètent en boucle les faits d'armes du héros national. Je suis venu soutenir Paul Kagame parce qu'il a arrêté le génocide. Il a apporté la paix et il a construit des maisons pour les pauvres. Adulé, Paul Kagame ne doute pas un instant de sa réélection. Le 4 août prochain, c'est juste une formalité. Officiellement, 98% de la population ont voté oui au référendum de 2015, lui permettant d'effectuer un troisième mandat. Mais, pour les organisations de défense des droits de l'homme, le manque de liberté d'expression avait décrédibilisé le scrutin. Parmi ces 98%, il y en a peut-être qui sincèrement soutenaient cette option, d'autres qui ont peut-être voté oui parce qu'ils voulaient avoir la vie tranquille, ou qui n'osaient pas voter non, de crainte des représailles, et tout ça dans un contexte où il y a très peu d'espace politique. Les affiches du FPR envahissent l'espace public, l'opposition est reléguée au rôle d'observateur. Ce candidat indépendant improvise un meeting au bord de la route. Plus tôt pendant la campagne, il avait été empêché de s'exprimer. Les autorités locales qui ne comprenaient pas à quoi consiste l'opposition. Et certains sont des membres du FPR et ils ont fait le mélange des genres. Le Rwanda donne une impression d'unanimisme derrière son président. Mais avec une liberté d'expression limitée, une presse contrôlée et une opposition parfois oppressée, comment mesurer la popularité de Paul Kagame? La question reste posée. Au Kenya, après l'annonce de l'assassinat d'un des directeurs de la commission électorale, plusieurs dizaines de militants des droits de l'homme sont descendus mardi dans les rues de Nairobi afin de manifester leurs préoccupations quant à la tenue des élections prévues la semaine prochaine, le 8 août. Et ce scrutin provoque aussi une inquiétude du côté des victimes des violences post-électorales de 2007. 10 ans après, la majorité de ces victimes ont peur et très peu ont été depuis indemnisés, déplacés, blessés, victimes d'agressions sexuelles. Ils se sentent abandonnés. Voyez ce reportage d'Élodie Cousin et Bastien Renouille. À plus d'une heure de route de toute ville, ces champs abritent les refuges de victimes de la crise post-électorale de 2007. Ceux qui vivent ici ont dû fuir leurs terres. Le gouvernement a donné cette maison à Rose en dédommagement. La vie d'autrefois, quand elle possédait un petit commerce, lui semble bien lointaine. Avant, on avait accès à tout. L'eau, la nourriture, on n'avait pas besoin de marcher loin pour avoir tout ça. Ici, la vie est dure, il n'y a pas d'eau, on ne peut pas se nourrir correctement, on n'a pas de travail. Les politiciens viennent ici et nous promettent plein de choses, mais ils ne font rien pour nous. Le gouvernement dit avoir réglé la situation, mais partout dans le pays, des victimes expriment leur mécontentement. En réponse, l'opposition en a fait un élément phare de son programme. Pour Jacqueline Mouteré, le président se servirait des victimes à des fins électorales, au lieu de toutes les indemniser comme il l'avait promis.
On pensait que les déplacés et les victimes de violences sexuelles pouvaient avoir cet espoir, mais cela n'a pas été le cas. Et maintenant, durant cette campagne, ils distribuent de l'argent dans certaines régions où il y a des déplacés. On considère ça comme un achat de vote. Après son meeting, Jacqueline Mouterré se rend dans le bidonville de Mataré à Nairobi. Victime d'un viol en 2007, elle dirige une association qui lutte pour faire reconnaître les victimes de la crise électorale. Elle rend visite à Elisabeth, devenue séropositive suite à une agression collective. On essaye d'entrer en contact avec le président. On lui écrit des lettres, mais il ne nous répond pas. Notre gouvernement n'a jamais reconnu les femmes qui ont subi des violences sexuelles en tant que victimes de la crise. Face à ces accusations, le gouvernement n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Pour manifester leur mécontentement, certaines victimes ont appelé à boycotter le vote le 8 août prochain. Dans le reste de l'actualité du continent, bref, au Libéria, c'est la présidentielle aussi qui se prépare pour octobre prochain. La campagne électorale a été officiellement lancée. Ellen Johnson-Sirleaf ne se représente pas. La présidente sortante a appelé à des élections sous le signe de la paix. Parmi les candidats pour lui succéder, l'actuel vice-président Joseph Numa Boakai et l'ancienne star du football George Weah. Il s'était déjà présenté en 2011. Des feux de forêt ravageurs au Maghreb. Ici, les images en Algérie, à l'est, dans la région de Annaba, où 40 hectares de forêt sont partis en fumée. Au Maroc, près d'Anfgou, au centre du pays, 25 hectares ont brûlé. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Elle est soupçonnée d'être impliquée dans un vaste scandale de corruption, le Cashgate. L'affaire remonte à 2013. Près de 30 millions de dollars ont disparu des caisses de l'État. Joyce Banda est donc suspectée d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent. L'ex-présidente vit depuis 2014 aux États-Unis. Des milliers d'Éthiopiens sans papier travaillant en Arabie Saoudite ont dû rentrer chez eux. Le gouvernement saoudien leur avait donné jusqu'à fin juillet. Riyad a décidé d'ouvrir les emplois du secteur privé à ses propres citoyens et donc renvoyer les travailleurs illégaux. Nicolas Germain. Beaucoup des Éthiopiens qui arrivent à Addis Abeba actuellement viennent d'Arabie Saoudite. Riyad a déclaré que les travailleurs illégaux devaient quitter son territoire et que sinon ils seraient arrêtés. Les autorités saoudiennes affirment que 400 000 Éthiopiens travaillent sans papier dans leur pays. Le but affiché est de réduire le chômage des Saoudiens, mais généralement, ils rechignent à prendre les emplois faiblement rémunérés occupés par les Éthiopiens. Ils ne sont pas gentils avec les domestiques. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Ils pensent qu'on n'est jamais fatigué. Tu détestes ta vie, mais tu as envie d'envoyer de l'argent au pays. Et c'est ce qui te fait tenir. Des ONG des droits de l'homme ont critiqué l'Arabie Saoudite pour son traitement des travailleurs étrangers. De nombreux cas d'abus sexuels et de salaires impayés ont été signalés. Le gouvernement éthiopien promet d'aider tous les rapatriés. Le gouvernement a un fonds réservé aux jeunes de ce pays pour qu'ils créent des emplois. Et nos ressortissants qui ont été rapatriés d'Arabie Saoudite peuvent avoir accès à ces fonds. L'Éthiopie connaît une forte croissance économique, mais d'après la Banque mondiale, un tiers des 100 millions d'habitants vit avec moins de 2 $ par jour. Certains migrants pensent qu'ils ne pourront pas rester en Éthiopie. Je compte repartir ailleurs. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois nourrir mes enfants, leur payer des vêtements et des études. Comment je pourrais faire ça ici ? Ce n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite mène une telle politique. Déjà en 2013, et pour les mêmes raisons, elle avait expulsé 100 000 Éthiopiens de son territoire. Quand un ingénieur quitte sa Côte d'Ivoire natale pour s'installer à Singapour, c'est l'histoire que nous vous racontons ce soir, celle d'Emmanuel Yao. Il travaille pour un géant du jeu vidéo Ubisoft. Notre correspondant dans la région, Clovis Casali, l'a rencontré. Voyez son reportage avec Charles Dupoisa. Abidjan, Paris et maintenant Singapour. Emmanuel Yao est un ingénieur qui a beaucoup voyagé pour être chef de projet dans une industrie pas comme les autres, le jeu vidéo. Le monde du jeu, c'est assez relax, tout se passe dans la tête. L'extérieur ne compte pas vraiment. Le défi qu'on a, c'est de mettre ces gens avec différentes connaissances ensemble et travailler ensemble. Le studio d'Ubisoft ouvre rarement ses portes aux caméras, et pour cause. Sur ses écrans, les secrets de fabrication de jeux qui se vendent à des millions d'exemplaires.
aux côtés du chef d'équipe ivoirien Mohamed Gambouze, un directeur artistique star dans le milieu. Le Marocain est derrière la série à succès des Assassin's Creed. Tous deux sont parmi les premiers Africains à s'être imposés chez des géants du jeu vidéo. Mais il a fallu partir pour réussir. Le dimanche, chez les Yao, on prend des nouvelles des proches à Abidjan. C'est très très belle, la vieille. L'ingénieur ivoirien pense qu'Internet a tout changé. Facilement, les gens peuvent aller à Internet, savoir quel type de métier on fait et choisir. Nous, on n'a pas eu cette chance à notre temps, en 87. Là, maintenant, c'est démocratiser un peu les connaissances, donc je pense que l'information est disponible. Il en est sûr, il quittera un jour Singapour. Il veut rentrer chez lui en Côte d'Ivoire, partager son expérience du jeu vidéo et des nouvelles technologies. Son rêve, ouvrir une école en Afrique pour les créateurs de demain. Et pour terminer, toute l'équipe du Journal de l'Afrique souhaite vous remercier pour votre fidélité, notamment sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus de 100 000 à nous suivre sur la page Facebook du Journal de l'Afrique. Alors, merci à vous et encore plus pour vous remercier. On va vous offrir la possibilité de vous trémousser sur ce nouveau tube du Cap-Verdien Mika Mendes avec Raïnia. Il a mixé les sonorités de la kizomba avec le sample de l'Algérienne Warda. Je vous laisse découvrir. Bonne soirée sur France 24. Salam alaikum, you know me LG. Hobo put man bits kill a baby. Kasabe u ket mi kadze makabo u vides but spiar u nigga per muda bo vida on the now what it do? You coming with me? Let's get drunk and loud. Sex on the beach. Ik ken je stil. Corre flash het femme. Maar babo un po de corredine. Les observateurs ligne directe, présentés par Derek Thompson. Les forêts du nord de l'Ukraine, ravagées par des mines illégales. L'ambre est vendu jusqu'à 5 000 $ le kilo. Nos observateurs dénoncent un business mafieux dans les villages du Triangle de l'Ambre et au cœur des forêts. Les pompes laissent derrière elles des déserts. C'est le prochain Ligne Directe. Les observateurs ligne directe, à voir sur France 24 et sur France24.com.